Merci beaucoup, Maître Poitras, pour votre introduction. Comme vous l'avez compris, Monsieur Jutras ne travaille pas pour la corporation. Jean-Sébastien est un planificateur financier indépendant. Il collabore avec la corporation pour des dossiers pour lesquels la corporation n'est pas inscrite auprès de l'autorité des marchés financiers. En effet, il faut savoir que la corporation est un gestionnaire de fonds d'investissement, un cabinet d'épargne collective et un cabinet de planification financière, mais nous ne sommes pas un cabinet en assurance. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous rappeler à quel point il est essentiel de toujours vérifier le registre des inscrits de l'autorité des marchés financiers pour vous assurer que la personne avec qui vous interagissez est dûment inscrite et est capable et autorisée à parler du sujet qui vous intéresse. On le sait malheureusement, on a vu plusieurs campagnes sur le sujet, il y a beaucoup de faux avocats, mais il y a aussi beaucoup trop de personnes qui prétendent être autorisées à parler de finances. La fraude financière, je vous le confirme, si vous ne le savez pas déjà, est un vrai fléau et un fléau qui coûte cher à la société. Donc, après cette petite aparté qui, j'espère, vous m'en excuserez, rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est certainement beaucoup plus intéressant et surtout porteur d'espoir. En effet, parler de philanthropie planifiée est très important pour nous permettre de faire avancer des causes qui sont très importantes pour nous, mais aussi pour la société. La présentation d'aujourd'hui va avoir lieu en deux parties. Lors de la première, je vais parler de grandes lignes, les statistiques, le pourquoi fait-on des dons, puis parler un peu bien sûr de notre fondation. Et par la suite, M. Jutras sera beaucoup plus concret. Il va vous parler de fiscalité, la fiscalité spécifique du don, parler des différents types de dons, parler du don d'une assurance vie, qui est un don qui est peut-être un peu moins connu, et donner quelques exemples très concrets. Donc, en ce qui concerne les statistiques, là, j'ai un petit problème technique. Jean-Sébastien, je pense que tu m'as demandé le contrôle, mais je te l'ai refusé pour l'instant. Je te le redonne après. Oui. Ouais. Donc, je dis decline juste pour pas que ça réapparaisse sur l'écran. Ça marche. Quand on parle de planification financière, il n'est pas anodin d'avoir un de nos clients qui va nous dire, ben, comparativement à la moyenne, je me trouve à quel endroit? Est-ce que je suis bien alignée avec une moyenne? Est-ce que je veux être au-dessus? Est-ce que je suis en dessous? Et donc là, on partage quelques statistiques très larges qui datent, à vrai dire un peu de date, qui datent également de 2018, des statistiques qui proviennent de Statistique Québec, qui indique qu'à peu près 69% des Québécois auraient donné et que le don moyen est à peu près de 251 $. Puis là, je pense que vous n'avez pas la bonne diapositive. Est-ce que je me trompe? Voilà, c'est un peu mieux comme ça, n'est-ce pas? Ça vous donne une petite idée de là où vous vous trouvez. Puis quand on regarde un petit peu qui donne, il semblerait que les femmes donnent un petit peu plus que les hommes. Et il semblerait que les plus grands donateurs sont dans la tranche d'âge de 55 ans et plus, puisqu'à peu près 76% d'entre eux ont donné. Quand on gratte un petit peu plus et qu'on essaye de déterminer, regarder un petit peu plus où les dons vont, le graphique indique que les dons sont encore dirigés en grande majorité, la plus grande majorité, vers des causes plus religieuses, suivies par la santé et les services sociaux. Loin derrière, on retrouve l'environnement, le développement et le logement et l'éducation et la recherche pour à peu près 4,5%. Et au niveau des tendances, on vous propose ici de regarder plus en détail les résultats d'une étude sur l'évolution de la philanthropie au Québec qui a été menée auprès de 75 organismes très différents. Il s'agit du rapport, puis vous aurez la source, bien sûr, quand vous aurez le deck, le rapport de BNP Performance Philanthropie qui a été publié en juin 2022. Le rapport avait pour objectif d'analyser les bases de données de différents organismes à travers le Québec pour dresser justement un portrait du don et des dons et de leur évolution entre 2017 et 2021. Donc, quand on regarde au niveau individuel, ici, on voit les tendances du nombre de donateurs et les montants en tant que tels. Donc, le nombre de donateurs individuels qui aurait augmenté, le nombre des montants qui aurait diminué, avec une moyenne de dons d'à peu près 131 $.
Quand on regarde au niveau corporatif, on voit une tendance vers le bas dans les deux cas, autant du nombre de donateurs que des montants dans les 5 dernières années. Donc, des chutes respectives de 29,2 et de 31,9%, donc quand même des montants, des chutes assez substantielles. Et on se retrouve avec une moyenne de dons d'à peu près 3 800. Les raisons de ces variations, selon le rapport, sont multiples. C'est certain qu'il y a eu la pandémie, là, on a l'impression que ça fait très longtemps, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. L'augmentation du coût de la vie, on vit des taux d'inflation qui sont quand même substantiels, qui ont un impact sur la capacité des gens de faire des dons. Il y a des tendances aussi, il semblerait que les tendances sont plus vers donner des causes très précises, surtout vers des forces majeures. Il y a plus de dons en ligne, moins d'événements, donc les dons sont plus petits. Et l'âge moyen, bien sûr, des donateurs diminue. Et quand on regarde les montants des contributions totales, on voit que entre 2017 et 2021, autant au niveau individuel que corporatif, quand on regarde les contributions totales, celles-ci ont augmenté. Ça veut dire qu'un plus petit nombre d'entités donnent, mais ils donnent plus. Alors, éloignons-nous un petit peu des chiffres pour aborder un peu la question du pourquoi. Pourquoi les gens donnent? Ça, c'est bien sûr très, très, très personnel. Souvent, on va donner pour une cause que l'on a à cœur, pour avoir un impact concret sur des sujets d'importance, selon notre expérience, notre entourage et surtout la connaissance de la situation économique de l'entité qu'on veut soutenir. Si on ne sait pas que cette entité a un problème, on n'aura peut-être pas le réflexe d'aller les aider. Ce qui explique aussi pourquoi les dons sont plus importants dans des situations de force majeure, parce qu'on fait beaucoup de publicité sur la situation, donc les gens sont interpellés. On pense bien sûr à la Croix-Rouge qui fait appel à nos dons dans des situations de crise environnementale dans le monde. Mais il faut savoir aussi que les gens donnent parce que ça les rend heureux. Et je pense qu'Anne-Marie a fait référence à cet article-là. C'est la science qui le dit. Quand vous donnez, il semblerait que les zones de notre cerveau là, qui libèrent les endorphines est plus actives. Donc, les hormones, l'endorphine qui sont les hormones du bonheur. Le résultat, ben, ça veut dire que notre indice de bonheur augmente, l'estime personnelle augmente. Puis je suis sûre que la plupart d'entre vous ont déjà participé à la collecte de leurs propres enfants ou des cousins ou des neveux qui sont venus vous voir à vendre du chocolat ou des biscuits, puis vous étiez très heureux de participer à leur cause. Et finalement, ben, on donne parce que la raison nous en convainc. Et c'est un peu ce que nous allons parler. Puis c'est souvent le sujet qui est abordé quand on parle de planification financière. En effet, faire une planification financière veut dire avoir des discussions très, très, très précises avec la personne en face de nous pour parler, bien sûr, de retraite. Ça, c'est un sujet qui est souvent très à la mode, mais on parle de placement, on parle de fiscalité, on parle de finances, on parle d'assurance, on parle d'aspects légaux. Et en faisant le tour de ces sujets-là, ben, des fois, il arrive que le planificateur financier commence à vous poser un petit peu de questions quand on arrive dans la section de la fiscalité ou dans la section des aspects légaux et succession. Est-ce que vous faites des dons? Et si oui, quel type de dons vous faites? Avec quelle entité vous le faites? À quel moment de l'année vous le faites? Puis, toutes ces questions-là, ce ne sont pas des questions anodines. C'est des questions qui vont permettre au planificateur financier de peut-être vous guider, puis je le dis souvent entre guillemets, là, vers des meilleures façons de donner, parce qu'il faut donner, mais la façon dont on le donne, des fois, peut avoir un impact différent, autant pour soi que pour l'entité à laquelle on donne, dont le don planifié. Donc, rapidement, la philanthropie planifiée, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un moyen de soutenir une cause et de maximiser en même temps les avantages fiscaux et financiers. Donc, il est possible de faire un don via votre testament et à ce moment-là, un reçu officiel d'impôt pour don de charité sera alors émis à la succession, à votre succession, pour la pleine valeur de votre legs.
Ce legs va réduire le montant des impôts à payer lors de la dernière déclaration de revenus. Mais vous pourriez aussi donner des titres comme des actions, des obligations dans votre testament ou de votre vivant pour bénéficier de cet impact, de cet avantage fiscal de votre vivant. Ou vous pourriez faire un don d'une assurance, soit en achetant une nouvelle assurance, soit en nommant l'organisme de charité comme bénéficiaire. Donc, quand on parle de philanthropie planifiée, des fois, on entend c'est plus difficile, c'est plus long. Ça veut dire se départir de quelque chose qui nous appartient. Donc, oui, des choses qui ne sont pas évidentes. Mais il faut se rappeler que la philanthropie planifiée, c'est aussi donner mieux, autant pour l'entité que pour la personne qui fait le don, donner plus sans que sur le court terme, ça nous coûte plus et donner avec impact. Donc, quand on parle de philanthropie planifiée, il faut penser à, puis on parle beaucoup de durabilité, ben, un don planifié, il faut voir ça un peu comme un héritage qui est durable. Donc, les types de dons qui sont possibles à la Fondation, vous les connaissez, donc je vais passer très, très rapidement, bien sûr, les dons uniques, les dons mensuels ou les dons corporatifs. Et maintenant, ben, vous pourrez profiter, la Fondation pourrait profiter également de dons planifiés. À date, il faut savoir que la Fondation a été capable de verser plus de 3 millions pour des subventions à la recherche depuis 1982, soutenir 88 travaux primés dans plusieurs concours depuis 1984, a été capable d'attribuer des bourses d'étudiants pour 48 personnes et de subventionner la création de 10 guides juridiques gratuits. Peut-être que vous le saviez, mais je me permets de le soulever parce que c'est quand même de très beaux résultats. Puis les piliers de mission de la Fondation sont bien sûr l'avancement du droit, comme Maître Poitras l'a mentionné, et la relève juridique. Donc, je suis sûre que si vous avez participé avec un Maître Poitras à certains événements, vous l'avez entendu dire que la Fondation, c'est le cœur de notre communauté et c'est un pilier essentiel pour l'avenir du droit. Donc, pour en assurer sa pérennité, ben, ils dépendent des dons que nous faisons. Pour ceux qui sont un petit peu plus dans la lecture, je vous propose, puis vous aurez, comme mentionné, accès à ces sources, un article, le premier qui s'appelle La fiscalité du cœur, un guide très précis sur les dons et l'impôt 2023 et un livre qui est vraiment bon sur la philanthropie stratégique. Et puis une thèse que j'ai trouvée également très intéressante qui compare la philanthropie d'investissement du cœur, au cœur de la gouvernance sociale. Il compare le Québec avec New York. Pour les petits curieux, là, il y a certaines parties de cette thèse qui est intéressante. Puis les vidéos, il y en a beaucoup trop. Donc, je n'ai pas osé en partager avec vous. Par contre, sachez qu'il y a beaucoup de vidéos truquées. Donc, pour la deuxième partie, je vais laisser la parole à Jean-Sébastien qui va vous parler de plusieurs sujets. Et entre autres, on lui a demandé de parler un petit peu plus de ce qui est les dons via des polices d'assurance vie parce que ce sont des types de dons qui sont moins connus et qui pourtant ont un impact important pour les entités qui peuvent en bénéficier. Donc, Jean-Sébastien, je pense que tu as le contrôle. Oui, tu l'as. Ton micro, par contre, est éteint. Voilà. Ça fait juste 4 ans qu'on utilise Zoom, donc je ne suis pas encore sûr de comment ça fonctionne. Ben merci à la Fondation du Barreau d'organiser ça. Merci Karine également de m'avoir invité là-dessus aujourd'hui. Moi, je vais parler en fait de la fiscalité du don, hein, parce que don de bienfaisance, si on parle de gens de cœur, tout ça, c'est super, super intéressant ce volet-là. Merci de donner. Les fondations, dont la Fondation du Barreau, ont besoin de ces dons-là. Comme Karine a dit, il y a une tendance à la diminution moyenne des dons de bienfaisance. Puis bon, on le voit principalement chez les particuliers. C'est dû, Karine a parlé, l'inflation est quand même assez difficile de toucher beaucoup de personnes. Et là, ça fait en sorte que, il y a des gens avant qui faisaient des dons à des endroits que là, maintenant, sont quasiment bénéficiaires de ces fondations-là, donc parce qu'ils ils n'ont besoin. Donc, l'idée là-dedans, il y a des donateurs qui donnent de moins en moins, mais
la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout la fiscalité du don, parce que les gens sont de bon cœur, les gens vont donner dans le but d'aider une fondation. Par contre, ben, ils n'ont pas nécessairement en tête qu'est-ce qu'ils vont avoir en retour. Mais la réalité, c'est que si on le prenait vraiment en considération, ben, c'est peut-être que les gens donneraient un petit peu plus s'ils comprenaient vraiment le fonctionnement de la fiscalité du don de bienfaisance. Donc, je vais commencer par vous expliquer comment ça fonctionne, la fiscalité du don, qu'est-ce que le Québec, qu'est-ce que le fédéral fait, combien il nous redonne, parce qu'en réalité, on dit, ah, je fais des dons, je suis généreux, mais la réalité, c'est que la majorité du don est financée par le gouvernement. Le gouvernement met ça en place. Pourquoi? Pour ne pas se retrouver avec 100% de la facture via plein de programmes. Donc, les gens, les particuliers, les entreprises vont financer une partie de cette facture-là via la fiscalité des dons de bienfaisance. Donc, si on rentre plus en détail sur le don de bienfaisance, puis qu'est-ce que ça coûte à l'État, le don de bienfaisance? Vous voyez qu'au fédéral, en fait, tout le pays, il y a 5200 particuliers en 2020 qui ont fait des dons de bienfaisance. Vous voyez, ça fit un peu avec les statistiques qu'on a vues plus tôt. Ça coûte 3,4 milliards à l'État faire des dons de bienfaisance. Donc, on a vu qu'en 2020, il y a moins de particuliers qui donnent, mais il y a une hausse sur les dons globales. Ça, c'est au fédéral. Et au Québec, il y a quand même 1,2 million de personnes, presque 1,3 million qui font des dons. Et ça représente dans le budget du gouvernement provincial, 344 millions. Ça, c'est le crédit d'impôt que nous, on va recevoir lorsqu'on va faire des dons de bienfaisance. Ces statistiques-là sont mis à jour par la chaire de recherche en fiscalité de l'Université Sherbrooke. Donc, on comprend que, bon, il y a des gens qui donnent, mais combien ça vaut un don de bienfaisance? Donc, si on isole le fédéral et le provincial, c'est important de comprendre qu'il y a les petits dons et il y a les gros dons. Donc, des fois, on fait des petits dons par-ci, par-là, puis on se rend compte à la fin de l'année, j'ai fait quand même beaucoup de dons. Mais il faut calculer le total. Fait que le gouvernement, ce qu'il fait, c'est que sur mes dons de 200 $ et moins, et là, quand je dis mes dons de 200 $ et moins, comprenez-moi que c'est la somme de mes dons. Donc, je pourrais faire 5 dons de 50 $, pas 5 dons, pardon, 4 dons de 50 $ qui va me donner 200 $. Donc, ce n'est pas les dons supérieurs, c'est la somme de tous ces dons-là. Lorsqu'à la fin de l'année, on a donné 200 $ et moins, j'ai le droit au petit taux. Donc, au Canada, on aurait un crédit d'impôt de 15 % et au Québec, on aurait un 20 %. Donc, si je donne 200 $ et moins par année, j'aurai 35 % de retour d'impôt sur ma déclaration fiscale. Un point qui est important à ne pas négliger, là, c'est un crédit d'impôt qui est non remboursable. La définition d'un crédit d'impôt non remboursable, ça veut dire qu'il faut que j'aie de l'impôt à payer pour que le gouvernement me rembourse. Donc, l'exemple que j'ai beaucoup, puis on l'a vu tantôt, il y a beaucoup de dons qui sont faits à des entités religieuses, principalement au Québec. C'est des gens d'un certain âge qui ont toujours donné à leur Église, donc ça fait des gros montants. Mais au Québec, il y a beaucoup de gens âgés, là, exemple 80 et plus, qui font leur don annuel à l'Église, mais qui n'ont pas de revenus imposables parce qu'ils ont à peine une petite rente du Québec, ils ont leur pension de sécurité de vieillesse, puis ils ont même du supplément de revenus garanti. Donc, leur impôt à payer est zéro. Ils font des dons, mais n'ont pas le droit au crédit d'impôt. Donc, ces gens-là auraient intérêt à dire, je vais donner à l'Église, mais je vais donner au nom de mon enfant, par exemple, que lui a peut-être des revenus imposables. Donc, l'enfant aurait ses remboursements d'impôts. C'est important, le crédit, c'est seulement lorsqu'on a de l'impôt à payer. Donc, pour un travailleur, évidemment, qui a un salaire, c'est pas un problème. Où que ça devient intéressant, les dons, c'est lorsqu'on dépasse le 200 $. Donc, si je fais un don de 500 $ dans mon année, l'excédent du 200, lui, il va avoir le droit au gros taux. Donc, le gros taux, c'est 29 % au fédéral, puis 24 % au Québec, ce qui fait 53 %. Donc, pour les dons d'importance, en haut de 200 $, mon premier 200 $ va rester à 35 %, mais tout l'excédent est à 53 %. Donc là, ça devient très intéressant financièrement et fiscalement parlant de faire des dons de bienfaisance. Puis il y en a qui vont dire, moi, je ne donne pas pour avoir un retour. Bien, ce retour-là, si vous n'est pas, bien, simplement le rebonifier dans un don futur. Donc, c'est juste de bien jouer le système, comment il est fait. Et moi, j'appelle ça de la planification fiscale, la planification philanthropique. Et il y a une différence entre la planification fiscale et l'évasion fiscale, c'est 10 ans de prison. Donc, on va rester à la planification fiscale, mais tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est légal, ça fonctionne. Faut juste jouer le système comme il est fait
pour justement que le don nous coûte le moins cher possible et ensuite, ça pourra nous permettre de soit donner plus ou simplement avoir plus d'argent dans nos poches à nous. Donc là, on a les dons à 53%. C'est les dons pour les gens qui ont des revenus inférieurs à 126 000 Donc, vous voyez, au fédéral ou au provincial, il y a un écart entre les deux. Là. Au fédéral, quand vos revenus sont supérieurs à 246 000, le crédit d'impôt augmente. Au Québec, c'est 126 000. Ce qui fait en sorte que si, exemple, j'ai un salaire de 250 000, bien, mon retour d'impôt sur mes dons supérieurs à 200 serait de 58,75 Donc, c'est assez majeur. Là. Donc, si on fait un don de 2000 ben, pour le faire facile, on va mettre 2200 Le premier 200 va être à mon 35 et mon 2000 est 58 Donc, presque 60 de ce don-là qui va me revenir. Pourquoi j'explique ça? Parce qu'après ça, quand on va donner certains titres, certains trucs en particulier, ben là, c'est là qu'on va devenir stratégique. Donc, la philanthropie planifiée, c'est un beau mot pour dire qu'on est stratégique, qu'on veut donner le plus efficacement possible. Il y a des petits points qui sont importants aussi, c'est des petites technicalités, puis je ne veux pas qu'on s'endorme sur des technicalités, mais vous ne pourriez jamais, quand vous êtes de votre vivant, vous ne pourrez jamais donner plus que 75 de votre revenu net. Bon, vous allez me dire, personne ne fait ça. Effectivement, probablement qu'il n'y a pas grand monde qui font ça, mais dites-vous que théoriquement, on pourrait, si vous faites 100 000 par année, ben, on ne pourrait pas donner plus que 75 000 pour qu'ils soient considérés avec les crédits d'impôt. Donc, ça pourrait arriver que quelqu'un qui fait 100 000 donne un bien qui vaut plus que ça. Alors, il faudrait peut-être être plus stratégique dans ce don-là parce que la personne n'aurait potentiellement pas le droit au plein crédit auquel il aurait le droit. Ça, ce n'est pas le cas lorsqu'on décède. À l'année du décès, on pourrait donner un don beaucoup plus élevé que 75 de son revenu net. Donc, au niveau de la philanthropie planifiée par testament, bien souvent, ça devient une moins grande répercussion parce que souvent, les gens vont avoir une grande facture fiscale à leur décès, que ce soit, on va le voir plus tard, que ce soit par les REER ou les FER à ce moment-là qu'il faut sortir d'un coup. Alors, on a peut-être des résidences secondaires qu'il faut avoir le gain en capital là-dessus. Plusieurs raisons d'avoir des grandes factures fiscales. Et encore plus maintenant, avec le dernier budget. Quand on a monté cette présentation-là, Karine et moi, on ne parlait pas de ce budget-là, mais finalement, ça nous amène à en parler, que lorsque les gains en capitaux sont lorsque le gain en capital est supérieur à 250 000 bien, ça nous coûte beaucoup plus cher d'impôts. Donc, la philanthropie du don devient encore plus intéressant à ce moment-là. Un point qui est très, très, très important pour moi, c'est que, disons que vous faites des dons à tous les ans. Là. Je donne pour 200 par année parce que je donne un don par-ci, par-là, ce qui fait en sorte que j'ai 200 donc j'ai tout le temps le petit taux. Il y a une règle qui est très, très, très intéressante qui permet si cette année vous faites un don de 200 vous pouvez prendre ce don-là puis le repousser dans une de vos 5 prochaines déclarations fiscales. Donc, pourquoi que je ferais ça, Jean-Sébastien? Bien, tout simplement que, si, exemple, je donne 200 par année, j'ai tout le temps le crédit minimum de 35 Mais si à la place, je donne quand même, mais je regroupe et à l'année 5, à la 5e année, je les repoule toutes dans la même déclaration fiscale, ça va faire en sorte que je vais faire un don de 1200 Bien, théoriquement, à cette année-là, parce que j'aurais donné quand même mon 200 à chaque année, mais je vais les afficher sur ma déclaration fiscale la dernière année. Donc, on voit l'exemple ici là, pour être plus visuel. Disons que cette année, je donne 200 2025, 200 etc. Si je prends mon crédit à tous les ans, il va me revenir 70 C'est le 35 Donc, quand même intéressant. Il me revient tout ce montant-là juste à chaque année. Mais si je donne un petit point stratégique, on les prend, puis en 2029, c'est là qu'on les met dans la déclaration fiscale. Là, je vais avoir un crédit de 1200 à l'année en 2029. Et là, si vous regardez, si j'avais pris mon crédit à chaque année, j'aurais sauvé sur ces années-là 420 mais si je l'ai pris en 2029 au complet, 600 Pourtant, j'ai donné le même montant d'argent, sauf que si je fais la somme de ce que j'ai sauvé, j'aurais sauvé 420. Si je le mets tout en 2029, 600 Et là, il y a des gens qui m'ont déjà dit, ouais, mais Jean-Sébastien, j'aime mieux avoir l'argent tout de suite. Si je prends le 70 puis je le place dans mon CELI, d'après moi, mon rendement va être assez bon pour arriver à 600 ben, j'ai fait le calcul parce que je suis un petit peu analytique. Il faudrait que je fasse 10,3 de rendement pour arriver au même résultat. On s'entend 10,3 de rendement garanti, là, parce qu'ici, c'est la fiscalité, c'est garanti.
ben, votre portefeuille ne vous donnera pas jamais ça garanti. Il va peut-être vous le donner, le marché boursier va vous donner un coup de main, mais là, ici, il est garanti, donc ça devient intéressant. Donc, parfois, des gens ici se demandent, bon, je donne un don je suis membre gouverneur de la fondation, je donne un don de 500 au lieu de 1000 dollars. Ça serait bien plus intéressant que vous le payiez d'un coup, puis que le don soit fait dans une année. Fiscalement, ça va être bien plus intéressant. Vous allez avoir une plus grosse partie de votre crédit qui va être au gros taux d'imposition. Donc, une stratégie là-dedans à amener qu'il va vous en rester plus dans vos poches pour le don que vous allez faire. Et ici, il y a un point important, on parle des dons d'un particulier. Donc, une corporation qui fait des dons, la fiscalité, elle est différente. Pour une corporation, c'est une dépense, tandis que pour un particulier, c'est un crédit d'impôt. Donc, aujourd'hui, on reste 100% dans le particulier. C'est important de comprendre que si vous vouliez donner du point de vue corporatif, les calculs sont différents de ça. Je Jean-Sébastien, reviens sur... Oui, Karine. avant de passer à la prochaine diapo, la mention avec le comptable quand tu fais ta déclaration d'impôt, Oui, bien ben leur c'est le point préciser. que j'arrivais. Parce que Ouais. ici, là, vous voyez, je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais euh, euh, les comptables, c'est de plus en plus une denrée rare, en fait, là, au niveau du. Il y a des comptables, mais service comptable où on prend le temps de donner des conseils, c'est un peu comme dans plein de choses. Les CPA, il y a une quantité limitée de CPA qui se retrouvent avec une grande charge de travail. Donc, si, exemple, moi, je fais ma déclaration fiscale et je mets dans ma pochette mon payet de dons fondation du barreau, le comptable, quand ils vont prendre ça, là, ils vont l'appliquer comme un don cette année-là. Ils ne poseront pas la question: Ah, mais Karine, tu penses-tu que tu devrais. Ça va assez vite dans le temps des déclarations fiscales. Donc, à vous de le mentionner à votre comptable ou quitte à de le garder de côté de vous-même, puis qu'à l'année 5, que ce soit vous qui arrivez avec les 5 dons que vous avez faits dans le passé. Donc, c'est à vous d'avoir ce fardeau-là de le repousser dans le temps, mais c'est quand même des dollars qui sont intéressants au final. Et un point que je veux amener aussi, là, vous voyez ça dans les grandes surfaces. Là. Voulez-vous faire un don pour X Fondation? Je m'en vais dans un restaurant à chaîne rapide que tout le monde connaît, qu'on demande d'arrondir au dollar près. Partout, là, on va solliciter des dons, que ce soit dans les épiceries, dans les grands marchés. Juste un point de vigilance, c'est que si, exemple, on me dit: Ah, ben oui, je vais rajouter 5 à ma transaction, la personne qui va avoir le crédit ou la déduction pour l'entreprise, ça va être le centre qui le fait. Donc, si à l'épicerie, on vous demande un don pour X fondation, vous dites oui, donnez 10 vous n'avez pas de feuillet pour don. Donc, vous n'aurez pas le droit au crédit. Par contre, la personne, quand elle va donner, la personne, l'entité, elle va avoir le crédit ou la déduction. Bon, puis là, je ne suis pas en train de lancer des flèches sur tous ces organismes-là parce que souvent, il va y avoir des organismes qui vont matcher votre don. Fait que s'ils matchent le don, mais là, ça devient vraiment intéressant. Mais dites-vous quand même que lorsque vous faites un don, essayez de donner au moins le minimum, parce que souvent, c'est 20 pour avoir un feuillet, un reçu pour don, pour que vous puissiez appliquer dans vos déclarations fiscales. Et là, je ne veux pas parler contre la guignolée, ces places-là, mais on arrête sur l'auto, on donne quelques dollars. Mais, c'est plate de dire non. Là, on ne veut pas avoir l'air du cheap qui ne veut rien donner. Mais si vous voulez vraiment donner, ben, vous ferez un don de 20 en arrivant en ligne à la guignolée XY pour avoir votre reçu pour don, parce que ben, c'est de l'argent en fait que vous avez le droit d'avoir. C'est pas du vol, c'est votre argent, mais ça prend un reçu pour don pour avoir ça. Donc, lorsque vous donnez, moi je vous encourage à toujours demander un reçu ou donner au moins le minimum pour qu'on donne un reçu, parce que c'est sûr que moi je suis la fondation, puis vous voulez faire un don de 2 ça va coûter plus cher que ça produire un feuillet, un reçu. Donc, c'est pour ça qu'on va demander parfois des montants minimums de 20 jusqu'à 50 là, tout dépendant les fondations ou les organismes de bienfaisance. C'était ma petite parenthèse. Maintenant, je rentre dans les types de dons. Tantôt, Karine, elle a parlé des types de dons. Donc, je vais voir le type de dons qu'on peut faire. Et ce qui est important aussi, c'est il y a des critères spéciaux pour les dons à biens culturels. Je ne veux pas rentrer vraiment en détail dans ce type de dons-là, mais si vous avez des œuvres d'art, que ce soit des livres, des vieux manuscrits qui ont une valeur, on s'entend, là, quelque chose qui a été peinturé par un artiste,
Je vous donne un exemple que j'ai vécu dernièrement. On a eu une succession où que les enfants du défunt se sont retrouvés à avoir plein de peintures, mais les enfants n'avaient aucune idée c'était quoi ces peintures-là. Puis là, ça traîne depuis, honnêtement, ça doit faire au moins 4-5 ans, depuis que la succession est réglée, que ça traîne dans un garage chez un des enfants. Et là, ben, à un moment donné, lorsqu'il faisait du ménage, on se rend compte, hey, je connais pas les artistes, mais le nom, il y avait quelqu'un l'avait reconnu en disant, hey, ça, après moi, ça vaut entre 10 et 15 000. Finalement, on fait évaluer la collection. Ça valait grosso modo 250 000 toutes les peintures qu'il y avait là-dedans. Mais on s'entend, c'est des peintures d'art. Personne des enfants voulait garder ça chez eux. Ce qu'ils voulaient, puis les autres, ils n'avaient pas nécessairement besoin de cet argent-là. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait évaluer les tableaux et ils ont donné les tableaux à la fondation, ce qui a donné un crédit d'impôt en biens culturels. Donc, c'est des crédits d'impôt qui sont pareils comme des crédits pour dons, mais qui peuvent être bonifiés. Donc, important au volet de l'art, là, il peut y avoir des montants qui sont plus intéressants. Et la même chose pour des dons de biens éco-sensibles. Dans les biens éco-sensibles, il peut y avoir, par exemple, des lots de terre. C'est plus niché, là. C'est pour ça qu'on n'ira pas en développement de ça, mais dites-vous qu'il peut y avoir des dons spéciaux pour les dons éco-sensibles et les dons culturels. Après ça, ben, pour le reste, qu'est-ce que je peux donner? On a parlé des œuvres d'art, mais il y a les valeurs mobilières. Donc, si par exemple, moi, j'ai acheté des actions de Tesla au fil des années, puis là, je me retrouve que j'ai plus nécessairement besoin d'argent, mais je veux faire un don, ben, je pourrais donner mon action de Tesla à la fondation. Je peux faire la même chose avec mes biens immobiliers. Donc, si par exemple, j'ai une maison de résidence secondaire, un chalet, je pourrais donner ce bien-là également à une fondation. Le plus commun, évidemment, c'est l'argent, donc des dons en argent, des dons liquides. On s'entend sur le liquide, là, en espèces. Et celui-là, c'est le moins connu, puis c'est pour ça que je veux développer un peu là-dedans, c'est sur les polices d'assurance vie. Moi, j'ai travaillé pour un grand assureur, là, on l'a nommé un peu plus tôt, et vous seriez surpris le nombre de polices d'assurance nous, à l'interne, on dit lapsées, là, que les gens vont arrêter de payer parce que, bon, on se dit qu'on n'a plus Ouais. besoin d'assurance quand on arrive à un certain âge. Donc, je suis indépendant de fortune, j'ai une police d'assurance, je n'ai pas de besoin, mets fin à ça. Ça, c'est très payant pour les compagnies d'assurance, on s'entend, parce qu'on a payé toute notre vie, puis ben, à un moment donné, ben, on n'a plus envie de la payer. L'assureur, c'est sa rentabilité la meilleure dans ce niveau-là, on s'entend. Mais là, au lieu de l'annuler, c'est possible de la donner à cette police-là. Donc, on peut donner des polices d'assurance vie à une fondation et ça s'évalue une valeur marchande d'une police d'assurance. Puis on s'entend, c'est principalement des polices d'assurance qui sont permanentes. Des polices d'assurance temporaires, ça ne vaut pas grand-chose parce qu'ils finissent à un moment donné, ces polices-là. Les assurances vie qui sont permanentes, là, ça peut être très intéressant. Si j'ai 80, par exemple, j'ai une police d'assurance que je n'ai pas besoin, bien, voilà. On va la faire évaluer. Il y a des actuaires que c'est ça leur job dans la vie, d'évaluer la valeur marchande d'un contrat. Et c'est ça qu'on va utiliser après ça pour vous donner un reçu pour don. Et là, après ça, ben, les fondations vont continuer à payer le contrat parce que eux, imaginez-vous que quand ça payer à vos 80 ans, la rentabilité est très élevée pour la compagnie d'assurance. Donc, c'est possible de donner des polices d'assurance vie. Puis on va voir vraiment la mécanique fiscale en arrière de tout ça parce que il y a deux façons. Je peux soit donner ma police d'assurance ou soit continuer de la payer et nommer la fondation bénéficiaire. C'est deux trucs qui sont complètement différents parce que si je la donne, j'ai donné un actif, tandis que si je la mets bénéficiaire, tant que je ne suis pas mort, je n'ai rien donné à la fondation. Donc, je vous montre ici un exemple. Disons que j'ai un contrat existant. J'ai acheté quand j'étais plus jeune un contrat d'assurance vie temporaire qui était payable à vie, donc une assurance temporaire 100 ans, une assurance permanente, on s'entend, parce qu'elle est bonne jusqu'à 100 ans, de 1 million de dollars. Et aujourd'hui, j'ai 72 ans. Disons que j'ai un revenu net de retraité de 80 000 que c'est mes revenus de pension, Régie des rentes du Québec, pension de sécurité de vieillesse. L'assurance me coûte 5 500 par année. Je pourrais la donner à une fondation. Évidemment, il faut que la fondation l'accepte parce que la fondation, il faut qu'elle continue à la payer. Elle, de son côté, il faut qu'elle regarde sa rentabilité de faire ça. On comprend qu'à 72 ans, 5 500 par année, si la fondation ne veut pas l'acheter, appelez-moi, je vais l'acheter, cette police d'assurance-là. On comprend, si on calculait le rendement serait élevé. Là, ce qu'il faut calculer également, c'est que donner ça, là, est-ce qu'il y a une répercussion fiscale? Parce que là, j'ai donné un actif. Est-ce qu'il y a une répercussion fiscale pour moi à donner une police d'assurance comme ça? Et la réponse à ça,
malheureusement, c'est oui. Parce que je donne quelque chose qui a une valeur. Donc, il y aurait ce que j'appelle une espèce de gain sur police d'assurance. Donc, c'est pas aussi simple donner une police d'assurance qu'on le pense parce que ça peut me créer à moi des revenus imposables. Donc, ici, ce qu'on a fait avec ce contrat-là, c'est qu'on l'a évalué. On a engagé un notaire qui nous a dit, moi, je voulais avoir un rapport qui me dit combien que ça vaut, ce contrat d'assurance-là. Et le notaire, selon son rapport, pas le notaire, pardon, l'actuaire, il m'est sorti avec un rapport, ça vaut 650 000 $. Pourquoi ça vaudrait autant? Ben, peut-être que mon état de santé n'est pas bon. Tu sais, si j'ai un cancer en ce moment, ben, mon contrat d'assurance prend de la valeur parce que, en réalité, théoriquement, il m'en reste moins long à vivre. Et là, les assureurs sortent une donnée que les actuaires calculent sur les contrats d'assurance qui s'appelle le coût de base rajusté. Et là, la compagnie ici nous a sorti que le coût de base rajusté sur ce contrat d'assurance-là est 92 000 $. Donc, lorsque moi, je vais faire ce don-là, j'aurai un gain sur police de la valeur marchande moins le coût de base rajouté. Donc, on va m'imposer sur ma déclaration fiscale ce don-là. Le gain, ben, ce n'est pas un gain en capital, c'est un gain sur police. Ça va me donner un crédit, ça va me donner un crédit d'impôt. Mais en réalité, le crédit d'impôt qu'on va me donner va être mangé, entre guillemets, par l'impôt à payer. Donc, quand on fait un don d'une police, simplement calculer c'est quoi la valeur de cette police-là, ben, faites appel avec un planificateur financier, un peu un professionnel, puis on va calculer si ça vaut vraiment la peine de donner un contrat de ce type-là. Autre point qu'il faut que je me demande, on a parlé un petit peu plus tôt, est-ce que je dois nommer la fondation propriétaire de mon contrat ou je devrais la nommer bénéficiaire de mon contrat? Donc, supposons, là je veux donner à une fondation, puis on s'entend, là, quand on fait des dons comme ça, les fondations sont intéressées par ça pour la pérennité financière à long terme des fondations. Parce que faut comprendre que lorsqu'on met de l'argent dans une police d'assurance pour faire un don, c'est un don futur. Tout à l'heure, quand Karine a parlé des donateurs, il y a beaucoup des donateurs qui sont d'un certain âge, qu'on sait qu'ils ne renouvelleront probablement pas quand ils vont atteindre un certain âge. Donc, si les donateurs sont de plus en plus vieux, nous, la Fondation, on pense à long terme. Ça nous prend des nouveaux donateurs. On fait de la sollicitation pour aller chercher des jeunes philanthropes, mais il faut aussi penser à long terme pour se financer. Alors ça devient des bonnes structures pour venir financer à long terme parce que c'est des gros montants qui vont rentrer à moyen et à long terme. Donc, lorsque moi, c'est ça que je veux mettre en place, un contrat d'assurance, si je nomme la fondation propriétaire du contrat, c'est que je prends une assurance vie sur ma tête. Le contrat appartient à la fondation du barreau. C'est elle qui est propriétaire, mais c'est moi qui paye la prime. Donc, à chaque année, si la prime me coûte 1 000 $, je la paye au nom du barreau et le barreau va m'émettre un feuillet de la prime, c'est-à-dire, exemple, 1 000 $. Lorsque je vais décéder, l'assurance vie va s'en aller au barreau et ça termine là. Lorsque je mets le barreau bénéficiaire du contrat, je paye le 1 000 $ à chaque année. Je n'ai pas de crédit d'impôt parce que le contrat m'appartient encore. J'ai nommé bénéficiaire le barreau, mais ça, je pourrais le changer quand que je veux. Lorsque je décède, le capital décès s'en va au barreau et là, le barreau va donner à à mes héritiers, à ma succession, le crédit du capital décès que j'ai reçu. Donc, vous voyez que fiscalement, c'est deux choses complètement différentes. Lorsque je mets la fondation bénéficiaire, le crédit d'impôt va être au moment de mon décès. Lorsque je mets propriétaire, c'est à chaque prime que je vais payer où je vais avoir ce crédit-là. Et là, évidemment, je vous donne ça, on va voir des exemples plus concrets. Le premier exemple que j'ai ici, j'ai Anne-Marie Richard, qui a 48 ans. C'est une donatrice annuelle stédée, elle est constante. Elle s'engage à donner 10 000 $ par an à la Fondation pendant 20 ans. Et là, vous allez dire, bah, 10 000, c'est près dites-vous qu'on fait une règle de 3, mais dites-vous que le 200 $, lui, 35 %, la différence, 53 %. Donc, si mon mandat qu'on m'a donné, c'est de trouver une solution avantageuse, donc on veut faire un don en argent de 10 000 $ annuellement, donc on va voir différents scénarios avec le don en argent et le don d'une police d'assurance. Donc, premier don, 10 000 $ je donne direct à la fondation. Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial vont me donner un crédit de 5 265. Donc, je vais sauver sur ma déclaration fiscale 5 265 $. Donc, le premier 200 à 35 % et la balance à 53 %. J'ai pris l'exemple qu'elle faisait moins que le 240 000. Donc, on est au taux que probablement monsieur, madame, tout le monde va aller chercher à 53 %.
Donc, si on fait ça pendant 20 ans, bien, sur 20 ans, j'ai atteint l'objectif. J'ai donné 200 000 et mon coût net de mon don, si je calcule ce que j'ai sauvé en impôts, m'a coûté 94 720 Donc, ça m'a coûté 94 000 donné 100 000 Donc, c'est là qu'on voit, là, quand on a des gros chiffres comme ça, que finalement, le crédit d'impôt, c'est intéressant là, quand on donne des montants qui sont substantiels. Donc, ça, c'est le cas basique, numéro un. Cas numéro 2, disons que j'ai des actions de Tesla. J'ai acheté des actions de Tesla au fil du temps et là, je veux donner 10 000 d'actions de Tesla. Mais disons que ces actions-là, moi, si vous avez regardé l'évolution du titre au cours des 10 dernières années, c'est un titre qui a quand même assez bien performé. Évidemment, il y a un risque lié à ça. Mais disons que ce 10 000 d'actions-là, moi, je l'ai payé 5 000 et là, vous dites, ben moi, je n'ai pas besoin de cet argent-là, donc je vais vendre mes actions de Tesla, puis je vais faire un don à la fondation. Il y a une différence, hein? Je vends mes actions, l'argent qui me reste, je fais un don, ou je donne mes actions. Vous voyez, si je vends mes actions, j'ai un gain en capital de 5 000 Donc, ça va me donner, si je suis un taux marginal de 50 ça va me coûter 1 250 d'impôt. Donc, il va me rester, quand je vais être prêt à donner, 8 750. Donc, finalement, je vais avoir un crédit d'impôt de 4 601. Ce que je pourrais faire, c'est donner directement mes actions. Je donne directement mes actions à Tesla, pas à Tesla, pardon, à la Fondation du Barreau. Lorsque je fais ça, je n'ai pas le gain en capital à payer. Donc, vous voyez un peu la différence entre les deux, c'est que mon don va être beaucoup plus intéressant et là, je vais avoir un crédit d'impôt de 5 265 Vous voyez la différence? Le premier, je donne 8 750, il me revient 4 601. Si je donne mes actions, et ça, là, vous seriez surpris du nombre de personnes qui font ça, ils vont vendre des placements pour faire un don. À la place, ils devraient donner des placements. Là, on a vu une action de Tesla, mais ça pourrait être la même chose avec un fonds commun de placement. Donc, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils vont faire un don à chaque année. Ils vont retirer de l'argent de leur placement. Ils vont faire un don. Il y aurait peut-être une optimisation à aller faire ici. Donc, vous voyez, dans ce cas-ci, ben, c'est quand même sur un don de 10 000 là, on parle d'une différence de plus de 600 au total. Là. Fait que ça vaut la peine de bien structurer les choses. Maintenant, je tombe dans ma police d'assurance vie. Donc, ma cliente, on va y acheter une assurance vie. Disons qu'on va prendre un produit d'assurance vie avec participation qui est payable sur 20 ans. On va prendre une prime annuelle de 10 000 Donc, on a pris un montant rond. Fait que vous voyez, la couverture d'assurance, ça a l'air bizarre un peu, là, 315 259. C'est parce qu'on a pris une prime ronde de 10 000 Si on voulait un montant, si on a voulu prendre 300 000, ben, ça aurait donné un petit peu moins. C'est juste dans le cadre de l'exemple. Une assurance vie avec participation, qu'est-ce que c'est? C'est une assurance vie qui a une croissance au fil du temps. Donc, si je regarde la croissance que la police m'a donnée, vous voyez, si je décède à 90 ans, la police d'assurance vie est maintenant évaluée à 1 million de dollars. Donc, au départ, j'avais 315 000 et elle a augmenté jusqu'à 1 million de dollars à mes 90 ans. Et c'est une chose qui est sûre, c'est que je l'ai payée en 20 ans et elle m'a coûté 200 000 comme les autres dons que j'ai faits. Donc, on ne triche pas. L'idée ici, c'est de prendre le même montant puis de l'appliquer à ce don-là. Donc, si, exemple, je fais un don de 10 000 donc je vais prendre 10 000 je paye la police d'assurance, donc le 10 000 ne s'en va pas à la fondation, il s'en va à la compagnie d'assurance. Et lorsque je décède, 1 million de dollars qui s'en va à la fondation du barreau du Québec. Donc, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nommé la fondation propriétaire du contrat. Donc, le contrat ne m'appartenait pas, moi, j'étais juste le payeur de primes. Donc, puisque je payais la prime à tous les ans, la fondation me donnait un relevé, un feuillet de dons à tous les ans qui me faisait sauver 5 265 d'impôts à chaque année. Donc, quand je regarde à 90 ans, j'ai mis 200 000 donc j'ai fait un don, j'ai investi 200 000 mais j'ai donné à la fondation 1 million de dollars. Vous vous souvenez, le premier cas, je donnais 10 000 à chaque année, j'ai fait un don de 200 000 à la fondation. Là, j'ai donné 1 million de dollars à la fondation. Le coût net du don, c'est le même, il m'a coûté 94 700 ce don-là. Quand même intéressant, là, vous voyez, en fait, c'est très intéressant pour la pérennité financière à long terme de la fondation. Puis il y en a qui pourraient me dire, ouais, mais là, Jean-Sébastien, 10 000, mais il n'y a rien qui empêche de dire, ben, regarde, moi, je suis prêt à donner 10 000 par année ou 5 000, peu importe le montant. Il peut y avoir 25 qui s'en va dans le produit d'assurance, 75 qui s'en va directement à la fondation. C'est vous qui décidez, mais c'est intéressant pour le long terme de
toutes ces fondations-là, notamment la fondation du barreau. Ça, j'ai mis la fondation propriétaire du contrat. Si je la mets bénéficiaire de ce contrat-là, donc c'est le même principe, moi je paye mon 1 000 à chaque année, mais je n'obtiens pas de crédit d'impôt. Donc ça me coûte 10 000, mais je n'ai pas de droit à mon crédit d'impôt à chaque année. Par contre, à l'année de mon décès, c'est comme si moi j'avais donné 1 million de dollars à la fondation du barreau. Donc, on va me remettre un feuillet de, moi, mes héritiers vont avoir le feuillet de 1 million de dollars, ce qui va faire en sorte que je vais avoir un potentiel d'économie d'impôt de 595 000 dollars, parce que c'est ce qu'on a donné à la fondation. Là, le point qui est important ici, il faut que j'aille de l'impôt à payer pour 594 000 pour ça vaut la peine. Sinon, je peux revenir un an en arrière. Si jamais j'en ai, pour exemple, 400 000 une année, 200 000 l'autre, je pourrais l'utiliser sur 2 années. Mais si je n'ai pas beaucoup d'actifs, bien évidemment, je vais ramasser beaucoup de crédits d'impôt, mais je ne pourrais pas les appliquer. Mais si exemple, j'ai ces impôts-là à payer, bien, regardez, j'ai investi 200 000 j'ai fait un don d'1 million. Au final, c'est comme si le don m'avait rapporté 395 000. Parce qu'au final, moi, j'ai mis 200 000 de ma poche. Puis ce qu'on a sauvé en impôts, ça a fait un plus 395 000. Fait qu'au net, le don m'a rapporté 395 000. Il y en a qui vont dire, mais Jean-Sébastien, l'Agence du revenu vont faire quelque chose, tu as fait un gain là-dessus. La réponse à ça, c'est non, parce que on s'est quand même appauvri. Hein. N'oubliez pas que j'aurais pu, au final, le 1 million, j'aurais pu nommer directement mes enfants. Donc, il y aurait eu 1 million. Là, il va rester. Là, on a fait, oui, en sauvant de l'impôt, on a sauvé 595. On s'est enrichi, mais en réalité, si on regarde le plan A, on s'est appauvri. Donc, l'Agence du revenu ne viendra pas dire, tu as fait de l'argent avec cette police d'assurance-là. Oui, j'en ai fait, mais j'aurais dû en faire plus si j'avais gardé complètement le contrat. Fait que vous voyez, c'est deux mentalités, deux trucs différents. Mais c'est quoi les impôts que je peux avoir lorsque je décède? Gain en capital sur mes placements, lorsque je suis dans des placements non enregistrés. Et là, ils font plus mal qu'ils faisaient. Je peux avoir le gain en capital sur mes biens immobiliers, autres que ma résidence principale. Retraite de mes fers, c'est mes REER qui ont été transférés en fer au fil du temps. Dividendes imposables, si j'ai une compagnie, si exemple j'ai une compagnie de gestion avec beaucoup d'argent, ben, on veut sortir l'argent de la compagnie de gestion, ça provoque des impôts, donc on pourrait appliquer ces crédits-là à ce moment-là. Donc, vous voyez, en fait, les raisons de faire ça sont quand même élevées. Puis là, il y en a qui vont me dire, oh, mais Jean-Sébastien, l'impôt, elle arrive souvent au deuxième décès. Fait que si moi, je meurs en premier, il n'y a pas d'impôt. Puis là, je ramasse le crédit d'impôt. Mais lors du premier décès, le repousser au deuxième décès, c'est un choix. On pourrait décider de payer les impôts maintenant, ramasser les crédits puis les utiliser. On pourrait être stratégique. Puis, c'est exemple, j'ai 500 000 de faire. Lorsque je décède, ils vont s'en aller à ma conjointe. Mais si j'ai le droit à un crédit d'impôt de 200 000, on va toutes les sortir puis on va appliquer le crédit là-dessus pour que ça nous coûte rien sortir ces fers-là au niveau de l'impôt. Il y a un niveau stratégique qu'on peut amener à ce niveau-là. Mais évidemment, lorsqu'on fait ça, il faut anticiper qu'on va avoir de l'impôt à payer plus tard. Donc, si, exemple, moi, j'ai un fonds de pension, j'ai un REER, un petit REER, un CELI, puis une résidence principale, j'aurais peut-être pas beaucoup d'impôts à payer lors de mon décès. Par contre, si j'ai une entreprise, j'ai des placements, j'ai de l'immobilier, j'ai des placements hors CELI, hors REER, ben là, ça peut devenir intéressant de le faire. Et dites-vous aussi que dans cette situation-là, ce que je nomme la fondation bénéficiaire, j'ai aussi une flexibilité. Donc, je vous explique la flexibilité. Disons que moi, j'ai 3 enfants, puis là, financièrement, ça va super bien. Fait qu'on part, on met un contrat comme ça. Puis là, au fil du temps, ben, je vieillis, j'ai moins d'argent, mais le contrat finit de payer. Fait que c'est pas de problème. Mais mes enfants, ça va pas bien, eux autres. Puis j'en ai une que financièrement, c'est pas beau. Ben, je pourrais décider de changer de bénéficiaire à la fin ou dire, regarde, sur le million, il y a 25 qui vont s'en aller à la fondation, il y a 75 qui vont s'en aller à ma fille. Donc, j'ai la flexibilité tout le long de mon contrat. Tandis que quand la fondation est propriétaire du contrat, ben, il appartient à la fondation. Si ma fille ne va pas bien, la fondation, à la fin, ne va pas vendre le contrat et me redonner l'argent. Ça n'appartient pas à la fondation, puis c'est normal. Il faut juste y penser également. Un petit peu plus de flexibilité dans cette structure-là que dans l'autre. Mais ça pourrait être même un hybride des deux. Dites-vous qu'il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Tantôt, on parlait du nouveau budget. Je décidé de rajouter une slide là-dessus. Ça, c'est à compter du 25 juin. Donc, il reste encore un peu plus d'un mois.
Puis je trouvais ça important de le rajouter parce que je vois qu'il reste encore du temps. Il y a beaucoup de gens que j'entends parler, que ce soit dans divers médias, hein, parce que je fais beaucoup de chroniques dans le réseau de Québécois, dans le réseau de TVA, puis il y a certains journalistes qui ont peut-être mal expliqué le fonctionnement de tout ça, puis il y en a qui disent, ah ben, à ce temps, sur le gain en capital, on paye 66 d'impôts. Ça, c'est le raccourci là, plus facile qu'on a pris. C'est pas du tout ça. Dites-vous que sur un gain en capital, c'est que j'ai acheté un immeuble qui valait 100 000 puis là, il vaut 200 000. Si je le vends, j'ai fait un gain de 100 000. Alors, ce que le gouvernement faisait avant le 25 juin, c'est que 100%, vous avez fait 100 000, on va juste vous imposer sur 50 de votre gain. Ça veut dire, j'ai fait 100 000 de profit, mais il y a 50 000 qui vont apparaître comme un revenu sur ma déclaration fiscale. Donc, c'est ça quand on dit le taux d'inclusion, 50 Fait que finalement, je vais payer de l'impôt sur ce 50 000 $-là. Ce qu'on dit maintenant, c'est à partir du 25, lorsque je vais vendre, si je fais encore mon 100 000 de gain en capital, ça ne change rien parce que vous voyez, de mon 0 à 250 000, c'est la même chose. Par contre, sur l'excédent de 250, supposons que pas fait 100 000 de profit, j'ai fait 1 million de profit sur la vente de mon immeuble à revenu ou de mes placements, ben, il y a 250 000 qui vont être comme avant, mais l'excédent, le 750 000, ben, lui, il y a 66 de 750 000-là qui va aller sur ma déclaration fiscale. Donc, ça ne veut pas dire que je paye 66 En fait, le taux maximum au Canada, c'est 53. Donc, je ne paierai pas 66 d'impôt là-dessus. Point triste pour les corporations, mais les corporations, il n'y a pas le 0 à 250 000. Les entreprises qui font des gains en capital, c'est directement au taux d'inclusion de 0,66 Donc, c'était juste petit point important à mettre en considération et ça donne, je ne sais pas c'est quoi votre stratégie d'investissement à tous et chacun, mais ça vient de donner un peu plus de valeur aux placements conventionnels. Puis je vous explique pourquoi. Parce que des placements, je les vends quand je veux, puis je les vends en proportion que je veux. Ça veut dire que si, exemple, j'ai des placements que j'ai payé 100 000 puis qui valent 1 million, là, j'ai 900 000, fait que là, je vais être imposé, je vais avoir une grosse partie à 0,66 mais je peux être stratégique puis le vendre sur plusieurs années. Fait que je vais le vendre cette année juste pour me donner un 250 000 de revenus. Ah, je suis au petit taux. L'année d'après, même chose, même chose. Fait que le placement me donne bien plus de flexibilité, tandis que l'immobilier, ben, je vais le vendre quand je vais avoir envie de le vendre. Donc, je vais être imposé pleinement lors du moment de la vente. Donc, ça amène que le placement devient plus intéressant. Puis, je ne dis pas que le placement, c'est la solution. C'est juste que quelqu'un qui est 100% en immobilier, ben, peut-être qu'il devrait peut-être 80% en immobilier, 20% en placement. Il va alléger son fardeau fiscal. Ça, j'en ai parlé de la flexibilité. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire, si je reviens un peu sur le don, moi, je pense que c'est important de donner. Puis, vous êtes là, vous avez souvent cet enjeu-là de philanthropie. L'idée, c'est de donner mieux. Fait que de bien structurer les choses. Puis, tout le monde est gagnant après ça, autant vous que les fondations, comme par exemple la Fondation du Barreau. Donc, j'espère que ça n'a pas été une inondation de trucs. Vous dites, ah, je sais plus où. Ben, si c'est le cas, ben, on peut vous aider. Mais le but, c'était simplement de vous allumer des lumières et dire, est-ce que je devrais bien structurer mes dons de bienfaisance? Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Puis je vais conclure rapidement parce que j'ai vu que Maître Poitras est apparu. Toujours hyper intéressant de t'entendre, même si je t'ai déjà entendu à multiples reprises. Donc, oui, plein d'idées, plein de choses, c'est beaucoup d'informations. C'est sûr que c'est pas toujours évident de se souvenir de tout ce qu'on a décidé, tout ce que vous avez entendu, mais sachez que la corporation est là. La corporation, comme je l'ai mentionné, est un cabinet en planification financière et on est là pour soutenir la fondation dans tout ce qui est dons planifiés. Donc, l'équipe conseil est composée de représentants en épargne collective, mais aussi de planificateurs financiers. Et si ce sont des questions que vous voulez gratter davantage, ben, sachez que Madame Mélanie Ouimet, qui est d'ailleurs dans le groupe aujourd'hui, pourra vous accompagner. Puis le processus est quand même assez simple. Donc, la manière dont on vous propose de fonctionner, si vous avez un intérêt, vous voulez en savoir un petit peu plus, contactez la fondation, demandez-la, informez-les que vous avez suivi la formation, puis que tel point vous aimeriez le gratter davantage. On va vous organiser une discussion avec Madame Ouimet de 1 heure. C'est une discussion qui est complètement gratuite. Ça fait partie de de ce que l'on fait à la corporation via notre clinique financière. Si requis,
Donc, si vous devez aller au-delà du 1 heure, à ce moment-là, on pourra pousser davantage puis vous proposer un mandat de planification financière. Si requis, puis ça amène à des sujets que la corporation n'est pas habilitée à vous soutenir, on va vous référer à M. Jutra, on va vous référer au courtier de la fondation si on parle de valeurs mobilières ou à l'équipe conseil si vous êtes intéressé par des fonds communs de placement. Donc, il faut contacter la corporation, la fondation, pardon, qui va vous donner toute l'information et votre institution financière qui vont vous dire un petit peu plus comment procéder. Donc, c'est ce qu'on vous suggère de faire. La corporation, rapidement, puis je ne vais pas aller trop là-dedans parce que la plupart d'entre vous, j'espère que vous la connaissez. La mission de la corporation est d'offrir des services de qualité et pertinents pour l'exercice de l'exercice de la profession et le bien-être personnel de ses membres. Et d'ailleurs, la corporation a célébré ses 40 ans cette année. Et il y a eu une grosse réflexion comment fêter ce 40 ans-là au sein du conseil d'administration. Et on a le grand plaisir de vous annoncer un don de 40 000 à la fondation, plus spécifiquement pour soutenir notre relève. Et donc, c'est ça. Donc, on est très, très content d'être partenaire de la fondation. Puis, on est là si vous avez besoin de nous. Anne-Marie, je te cède Ben, le micro. Ben, mille merci encore une fois, hein. Je te l'ai déjà dit lorsque tu nous as fait l'annonce du 40 000 $. C'est très significatif pour la Fondation parce que c'est un engagement sur le long terme, hein. Donc, c'est vraiment un signe, un geste concret que la corporation fait envers la Fondation, puis on en est très, très reconnaissant. Donc, merci encore, Karine. Et puis, on pourra faire l'annonce de façon un peu plus publique. Je pense que nos participants sont les premiers à qui on l'annonce vraiment Oui, en parce effet. que on souhaitait vraiment profiter de cette journée aujourd'hui de la formation pour commencer les annonces. Donc, merci encore. On a une question, puis d'ailleurs, c'est une question que j'ai hâte de t'entendre, Jean-Sébastien, parce que à la Fondation, on a reçu dans notre vie de Fondation, tout dernièrement, en début d'année, on a reçu un don en titre, hein, d'un juge à la retraite qui nous aime beaucoup. Il nous a fait un don de 1 000 $ d'un titre qu'il avait. Alors, la question que pose un de nos participants, Charles Amiot, don en action. Est-ce que le bénéficiaire devra payer l'impôt sur le gain en capital que j'ai réalisé? Donc, moi, j'ai Et pris le là, 1 000 $ par exemple, puis je l'ai envoyé à mon courtier. Alors, la mécanique, c'est fait. Donc, explique-nous comment ça fonctionne, puis qui va être imposé sur quoi. ben, évidemment, ce ne sera pas le donateur. Le donateur ne sera pas. Puis là, c'est important de faire une différence. Là, on a donné un titre en valeur mobilière. Si je donnais une résidence, ça serait différent. Donc, je donne des valeurs mobilières. Donc là, l'impôt en capital n'est pas à payer par la personne. Donc là, la fondation va recevoir cet argent-là. S'ils veulent l'argent, ils vont le vendre. La fondation, là, je ne suis pas un spécialiste de fiscalité pour les organismes d'abus non lucratifs, les fondations, etc. Mais ils ont des exemptions sur ces dons en capital. Donc, il n'y aura pas la pleine facture fiscale que. Parce que des fois, on a qui disent, bah, tant qu'à ça, il va rester le même montant d'argent, fait que je suis mieux de le faire moi-même. Ça va être plus avantageux de le faire comme ça, mais le montant exact, il faudrait voir plutôt avec un spécialiste en toute la volet de comptabilité des fondations puis des organismes de bienfaisance, ce qui n'est pas mon cas. Je suis plus avec les particuliers et les entreprises. C'est parfait. Ben écoutez, je pourrais vous en parler plus, Jean-Sébastien et Karine, parce que cette année, évidemment, vu que ça a été réalisé dans notre année financière actuelle qui se termine au 31 mars, donc je vais en discuter avec les auditeurs, mais on a reçu ce don, on a fait un formulaire que le donateur nous a rempli, qu'il a donné à son courtier, et le courtier a transféré à notre courtier le don en action de 1 000 $ et notre courtier a vendu le don, et je pense il valait un petit peu plus que 1 000 $ quand on l'a vendu. Donc, bref, et là, on a reçu ça dans nos comptes, évidemment, là, pour continuer à aider la fondation. Donc, ça existe maintenant, c'est fait. On a eu ce premier exemple-là et ce juge était très fier d'être le premier qui de donner un don en action. Par ailleurs, on a reçu un don en assurance vie, il y a déjà 2 ans, en 2022, où un avocat avait décidé de donner un 10 000 $ à la fondation dans une assurance vie qui a partagé. Donc, nous, on a reçu le 10 000 $. Donc, ça existe, on le fait. Et puis, évidemment, ça nous a donné un grand coup de main. Donc, c'est excellent.
Là, on n'a pas d'autres questions. Je pense que tes exemples étaient assez clairs, Jean-Sébastien, Karine. Merci de votre dynamisme. Je pense que là, on va... j'ai une autre question toujours de, de Charles Amiot. Donc, je donne des titres à mon neveu par testament. Est-ce qu'il paiera l'impôt sur le gain en capital que j'ai réalisé? Et en fait, Charles, c'est le moment de ta déclaration de défunt que le gain en capital va être chargé. Donc, la réponse à ça, c'est pas le neveu, c'est toi directement. Enfin, bon, c'est important de faire ça. Puis là, on va s'écarter un peu de la Oui, présentation, mais si on fait ça, ben, assure-toi dans ton testament mentionner de qui paye l'impôt, hein, parce que sinon, la succession peut s'arranger à payer l'impôt. Donc, exemple, les enfants, mais le neveu lui ramasse le montant d'argent puis il n'a pas payé la facture d'impôt. Donc, on est hors présentation, mais c'est important de mettre ces clauses dans le testament, sinon, ben, ça devient la succession contre le neveu, parce que le neveu, en théorie, n'est pas dans la succession directe. Donc, d'où l'importance de se faire bien accompagner, hein, par un planificateur financier, un notaire et tout ça. Donc, sur ce, je ne pense pas qu'on a d'autres questions. On pourrait clore la présentation. Donc, un grand merci à vous deux pour la web. Comme on se le disait, j'aimerais qu'on en fasse même une annuelle. Puis, on aura de plus en plus de participants qui viendront à notre rencontre pour comprendre comment fonctionne la fiscalité des dons. Et ce sera un partage aussi d'astuces pertinentes et bien intéressantes pour investir dans notre futur. Puis d'ailleurs, j'aimerais reprendre une citation que j'ai trouvée sur ta bio, Jean-Sébastien. C'est la citation que tu dis, ben, c'est de Benjamin Franklin qui dit investir dans son savoir est le seul placement qui offre des dividendes éternels. mhm, mhm. C'est donc Tout à intéressant. fait. Ceux qui ont vu mon arrière-plan, je ne sais pas s'il est bien cadré, mais c'est Oh oui, on justement. le voit bien. On le voit bien, je ne connaissais pas cette citation, mais je pense qu'on va la garder à la fondation, peut-être pour l'utiliser à des moments Je vais la opportuns. Est-ce que prendre. tu nous Je vais permets? la prendre, Ouais, c'est pas la mienne. Il c'est faudrait pas la... demander à Benjamin directement. Excellent. Donc, je vous remercie encore une fois et merci encore, Karine, Corporation, le service du barreau du Québec. Vous êtes des amis de la communauté, vous êtes là pour nous, donc merci encore. Puis merci à tous les participants aujourd'hui. Puis si jamais vous avez d'autres sujets de webconférence qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire. Ça nous fera plaisir de voir comment on peut organiser la web sur le sujet que vous nous proposez. Alors, mille merci encore une fois à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Wow. Au revoir. Bye.